Présenter notre invitée ce soir. Stéphanie, nous nous sommes rencontrés lorsqu'elle était étudiante sur le campus universitaire et elle a fait plus précisément un master de sociologie du corps. Oh là là, je vais vous dire, sociologie du corps, qu'est-ce donc que cette chose? Alors je le dis en deux mots, en fait, le corps, bien évidemment, est le véhicule qui nous permet de vivre, et Dieu sait si quelquefois il nous cause aussi quelques petits soucis. Néanmoins, la plupart d'entre nous, et surtout vous qui êtes présents ce soir, vos amis de l'université, vous vivez dans l'esprit, bien sûr. Et c'est l'esprit qui gouverne le corps, me direz-vous. Certes, mais combien d'autres de nos concitoyennes et concitoyens vivent par leur corps? Et notamment, ceux et celles qui s'exhibent particulièrement, je ne parle pas des Miss, bien naturellement, mais les artistes et autres, qui font usage de leur corps. Et donc, la sociologie du corps, c'est aussi étudier le corps comme une valeur pour justement exister en société. Donc voilà l'une des spécialités universitaires de Stéphanie. À la suite de cela, elle a passé le concours de professeur des écoles. J'espère que ce soir vous apprécierez ses talents de pédagogue. Et elle a enseigné jusqu'à juin 2022. Et s'est dit, mon Dieu, que peut-être dans l'école du dehors, il y avait moyen aussi d'enseigner. Donc elle a quitté l'éducation nationale. Et la voilà maintenant en train de professer toutes ses connaissances liées à la botanique et à toutes ces connaissances que l'on va appeler médicinales. Voilà. Vous allez avoir un aperçu dans un court instant. Et elle a monté une société qui s'appelle... Alors attendez, je vais prendre mon papier parce que là, je serais bien incapable de le retenir si je n'avais pas pris des notes. La société en question s'appelle Humani Ureus. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? Ça vous rappelle quelque chose, ça? Oui, quand nous étudions en classe, n'est-ce pas? Je vois les professeurs de littérature ici, les allitérations, à savoir le nombre de S. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? Vous allez faire apprendre ça à vos enfants avec interdiction de ne pas bien prononcer. Alors, si j'évoque cela, c'est parce que justement, Ureus, eh ben voilà, il a la nature du serpent. Et Dieu sait si en médecine, le serpent est important. Vous avez tous, évidemment, représenté dans l'esprit le fameux caducée. Voilà. Eh bien, Ureus était un cobra femelle qui avait pour fonction de protéger le pharaon contre ses ennemis. En somme, Stéphanie s'inscrit dans cette longue lignée, justement, de la médecine, avec pour emblème, ou pour animal totem, je ne sais pas comment le dire, le serpent. Et quant à Humani, eh bien, il s'agit d'un mot japonais qui est considéré comme la 5e saveur. Vous connaissez le sucré, le salé, etc. Eh bien voilà, il y aurait une 5e saveur qu'on appelle un exhausteur de goût. Ah, je vous apprends tout, mais bon, je suis allé travailler un petit peu avant, hein, vous comprenez. Et cet exhausteur de goût serait le E621. Et l'exemple qui est donné pour justement dire ce que sont les exhausteurs de goût, je ne sais pas si parmi vous quelques-uns aiment la cuisine italienne, et vous faites des pâtes de toutes sortes. Mais les pâtes ne sont pas si bonnes si on ne leur ajoute pas du parmesan. Et bien voilà. Et bien dans le parmesan, il y a le fameux exhausteur de goût qu'on appelle le 261. Voilà. Donc, Humani Ureus, voilà en quelque sorte l'entreprise que Stéphanie vient de monter. Alors, j'ai presque terminé. Le temps. Ça y est, tu es presque prêt? Ça y est, c'est prêt. Bon, alors, juste un petit mot que j'ajoute. Hein. J'essaye de ne pas tenir quand même votre attention trop longtemps. Il faut que j'ajoute, naturellement, qu'elle a, à la suite du master dont j'ai déjà parlé, présenté un DU en ethnomédecine. Vous allez me dire, oh là là, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Ethnomédecine. Bon. Je vais le dire en deux mots. En somme, il s'agit de comprendre, dans un contexte réunionnais comme est le nôtre, eh bien, l'ensemble des pratiques médicinales qui nous viennent de tous les continents. Autrement dit, il y avait des pratiques venues de Chine, de Madagascar, d'Afrique, évidemment d'Europe, etc. Et toutes ces composantes ont fait ce qu'est la réunion
en matière de soins. Il est évident qu'on ne peut pas rejeter tel type de médecine au profit de tel autre, encore que la médecine occidentale nous en sommes bien aise, nous aide à survivre peut-être, mais enfin, ce n'est pas pour autant qu'il faille négliger les autres types de médecine. Et pour ceux et celles qui sont des fervents et des habitués des amis de l'université, vous vous souvenez sans doute des deux excellentes conférences qui ont été données par Sofiane Horry. Ça vous dit quelque chose? Voilà. Et il nous avait parlé justement de ces difficultés quelquefois pour les soignants, infirmières et infirmiers en hôpital, lorsqu'ils avaient un malade d'origine comorienne ou mahoraise en particulier. Parce que les pratiques de la médecine qui est la nôtre ne cadraient pas tout à fait avec justement les pratiques de ce pays. Et donc il s'agissait d'approcher un peu par d'abord discussion, mais aussi comprendre quels étaient leur attachement à ces types de médecine pour mieux faire valoir, eh bien, mon Dieu, la guérison que l'on recherchait. Donc voilà, pour situer très brièvement l'ethnomédecine, mais Stéphanie, qui est maintenant prête, saura mieux vous en parler. Merci à vous d'avoir été présente et présent. Et la parole est à toi, Stéphanie. Merci. Je crois que ça fonctionne. Bonsoir à tous. Alors, tous et toutes. Je disais à l'Assemblée Générale de samedi que, comme adhérentes et adhérents, il y avait 80% de dames pour 19% d'hommes. Donc, il faut mettre le féminin. Très bien. Donc, pour compléter un petit peu la présentation qu'a fait Monsieur Bosquet, qui s'appelle Yves, donc Monsieur Yves Bosquet, j'ai grandi en plein milieu de la Réunion à Île-à-Cordes. Je ne sais pas si vous connaissez, donc vraiment dans un petit coin de paradis, au cœur des montagnes et au cœur un peu de ce qui est une zone très agricole, donc où il y a énormément de culture, d'agriculture. C'est un peu un grenier pour la Réunion, c'est pas très grand, mais il y a énormément de choses qui poussent là-bas. Et j'ai vraiment grandi dans cet environnement naturel avec beaucoup de plantes autour, beaucoup de plantes cultivées, donc dans ma famille beaucoup d'agriculteurs et des plantes médicinales. Donc moi-même au niveau de mon vécu, j'ai été dès la plus tendre enfance biberonnée aux tisanes. J'allais avec ma grand-mère dans la forêt chercher, je courais derrière, j'étais une des petites dernières, donc un petit peu chouchoutée, et donc je partais avec elle, etc. Donc ça c'est le vécu personnel. Après au niveau du parcours universitaire, donc Yves Bosquet en a parlé, un travail sur le corps, donc j'ai fait STAPS d'abord, donc toutes les techniques des activités physiques et sportives. Ensuite c'est parti vers la sociologie du corps, et dans la sociologie du corps je m'intéressais encore plus au lien à l'environnement. C'était vraiment moi ce qui m'intéressait. Et donc je suis partie là-dedans. J'ai commencé un doctorat que j'ai pas encore terminé, sur c'était au niveau des récits de vie, donc comprendre qu'est-ce qui fait changer les individus dans leur parcours de vie au niveau environnemental. Quelle prise de conscience. Donc il y avait déjà plein de choses très intéressantes, souvent la parentalité fait des révélations, il y a des périodes de vie où il y a la question du sens vraiment de l'existence qui se pose de façon plus prononcée, où c'est pas un peu on arrête un peu de suivre les rails de la société avec études, ensuite après on fait ça, il faut avoir une maison, et donc il y a un moment où qu'est-ce que je suis venue faire là? Pourquoi? Qu'est-ce que je fais? À quoi sert mon énergie au quotidien? Et donc là, il y a des périodes de bascule très intéressantes. Voilà. Donc pendant 10 ans, j'ai été enseignante en classe bilingue. Donc comme j'étais en train de discuter avec le technicien, je ne sais pas s'il en a parlé, donc je pense que c'est quand même important de dire. Donc les classes bilingues, parce que c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Donc moi, j'ai grandi là-haut. Donc créolophone, mais je parlais aussi français. J'avais les deux langues. Mais n'empêche que en tant qu'élève, en tant qu'enfant, j'ai vécu le fait de devoir mettre à
à l'extérieur une part entière de la culture que je portais. Et quand je me suis dit que je voulais devenir enseignante, je me suis dit que je ne pouvais pas faire ça si ce n'était pas en classe bilingue. Ça n'aurait pas de sens pour moi de le faire autrement. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc classe bilingue, ça veut dire à parité horaire. Donc on fait en gros du français et du créole. Et le créole est support pour apprendre tout plein d'autres choses. Parce que le but, je faisais de la maternelle. J'avais des enfants de 2 ans et demi à 6 ans, donc tout mélangé. Et le but, vraiment, à cet âge-là, c'est d'acquérir plein de compétences. Peu importe, en fait, après, la langue sur laquelle est basé cet apprentissage, parce que si c'est la langue maternelle des enfants, ils pourront aller davantage vite et davantage loin. Et ça permet aussi l'apprentissage du français, ça permet de stabiliser les aires du langage et que ça donne des bilingues performants. Dans un contexte d'interlangue comme on a actuellement à La Réunion, c'est utile. Donc voilà, j'ai fait le diplôme universitaire et voilà, juste pour un peu savoir ce qu'il y a un peu dedans. Donc, tout ce qui est anthropologie médicale, je sais que vous avez reçu Alice Pellerin aussi aux Amis de l'Université. Donc c'était une des intervenantes, très très intéressant, parce qu'elle est dans une vision de la médecine qui est intégrative, donc qui prend à la fois des aspects des cultures traditionnelles et des aspects scientifiques très poussés, et qui arrive à faire quelque chose qui a du sens avec tout ça. De l'ethnomédecine, de la botanique donc appliquée à La Réunion, ethnopharmacologie, bref, voilà, un petit peu, ça c'était pour la présentation. Maintenant, commençons. Donc je suis là pour vous parler de quelque chose qui me semble important pour la santé publique. Vraiment quelque chose qu'à La Réunion, il y a traditionnellement et qui pourrait être d'une grande aide bien au-delà de La Réunion. La conférence, elle va se dérouler en 4 grandes périodes. D'abord, on va voir au niveau de l'épidémiologie un peu les maladies qui sont les plus fréquentes dans le monde, en France, à La Réunion. Ensuite, on va parler des inflammations silencieuses et comment elles émergent. Et l'OMS, donc elle fait régulièrement des statistiques. L'OMS, là, on entend la plupart du temps, en tout cas moi c'était ma réflexion, on entend toujours parler des maladies contagieuses, énormément, encore plus là avec la crise Covid, la dengue, le Zika, etc. Tout ça sont des maladies contagieuses, certaines vectorielles, d'autres non. Et on a l'impression que c'est vraiment le gros du lot. Mais quand on regarde au niveau statistique, 7 des 10 principales causes de décès dans le monde sont des maladies non transmissibles. Et il y a encore une dizaine d'années, il n'y avait que 4 maladies non transmissibles qui étaient dans ce top 10. Donc on voit qu'au niveau mondial, les statistiques montrent qu'il y a une pandémie de maladies non contagieuses. Donc des sortes de maladies... Bon, on verra un peu plus tard, on définira ça un peu plus tard, mais c'est très intéressant de d'abord commencer par là. Alors, je sais pas, peut-être oui, si vous voyez. Donc là, ça c'est extrait du site de l'OMS. Normalement, c'est un petit graphique qui est interactif. Donc quand on passe la souris dessus, ils nous disent ce que c'est. Mais l'intérêt n'est pas vraiment là, donc je l'ai quand même gardé. Parce qu'au niveau des couleurs, on voit bien, là c'est l'illustration de ce qu'on était en train de dire avant. Avec cette couleur-là, là, ce sont toutes les maladies qui sont non transmissibles. En vert, donc ce sont les maladies transmissibles, et là, tout ce qui est mort par blessure. Donc ça, c'est les causes de mortalité. Donc on voit déjà la place immense que ça a. Et on voit que les maladies transmissibles, elles diminuent. Elles sont de mieux en mieux prises en charge. Donc, il y a une tendance qui s'inverse, et à côté de ça, d'autres maladies sont en train de monter. Ça, il me semble, dans mon souvenir, que c'est le diabète qui prend un pas au niveau mondial. Alors ça date de 2013, mais c'est pour donner une idée visuellement autrement. Donc les maladies cardiaques arrivent au premier rang de toutes les causes de mortalité dans le monde.
Ensuite viennent les accidents vasculaires cérébraux, les maladies pulmonaires, les pneumonies, maladies d'Alzheimer, cancer du poumon, accidents de la route. Et après, il y a le sida, tuberculose, bon, il y a le diabète aussi. Sachant que ça date de 2013 et qu'entre-temps, le diabète a vraiment augmenté au niveau du monde. Là, à droite, c'est une carte qui montre la principale cause de décès dans chaque région du monde. Et donc là, on voit maladie cardiaque. Et c'est intéressant de voir que c'est pas n'importe où. Le stress? Est-ce qu'il n'y a que le stress? Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Ah, oui, l'alimentation. Et donc, ouais, c'est un peu ces statistiques, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça montre qu'il y a des modes de vie qui créent beaucoup de décès dans le monde. Et après, ailleurs dans le monde, voilà, il y a d'autres types de... voilà, on voit le paludisme. Là-bas, c'est la principale cause de mortalité. Donc voilà. Hop. Là, autre chose d'intéressante, au niveau des tendances. Donc là, on a tout ce qui est cardiopathie. Donc on voit, là, quand c'est blanc, c'est l'an 2000, et ensuite 2019. Donc on voit l'augmentation. On voit l'augmentation des AVC. Et par contre, on voit que les maladies qui sont transmissibles, elles ont tendance à diminuer. Diminution. Donc, au niveau mondial, les maladies à transmission diminuent et toutes les maladies un peu, je dirais, civilisationnelles sont en train de prendre de plus en plus de place. Donc en France, je ne vois rien dessus là. En France, c'est à peu près les mêmes statistiques. Donc on voit que là, c'est cancer et soucis cardiovasculaires, c'est le gros des décès. Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Et à La Réunion, on voit maladies chroniques, donc beaucoup de maladies qui sont inflammatoires. Donc maladies chroniques, rhumatisme, c'est bizarre, je vois rien de mon écran, problèmes cardiovasculaires, allergies, obésité, problèmes respiratoires, diabète, et on voit la différence homme-femme. Donc à La Réunion, même si on est placé dans le monde à cet endroit-là, au niveau de l'épidémiologie, c'est une épidémiologie de pays européens. Il y a un problème dans le diaporama. Bon. Il manque une petite diapo. On va continuer comme ça, c'est pas grave. Donc on passe à la deuxième partie de l'exposé. Là, on va réfléchir au niveau des inflammations. Donc, inflammation, à la base, c'est un processus naturel qui est salutaire pour le corps. Le corps, il en a besoin. Quelqu'un se tord une cheville, ça gonfle, ça fait mal, c'est chaud, c'est normal, le corps est en train de se réparer. Pareil pour une blessure, pareil que ce soit en interne ou en externe, c'est un processus qui est salutaire. Donc, comme je disais, il y a à chaque inflammation, rougeur, douleur, chaleur, gonflement. En général, on peut les entendre au niveau du vocabulaire. Elles finissent par it, appendicite, arthrite, cystite, etc., etc. Les inflammations, elles peuvent être aiguës ou chroniques. Par exemple, aiguë, c'est une douleur de dents immense qui arrive tout d'un coup. Et en général, quand c'est aigu, ça s'arrête. Il y a des traitements, le temps aussi fait des choses, il peut y avoir des plantes médicinales ou autres, et ça s'arrête. Parfois, quand l'inflammation est aiguë, elle peut aussi s'installer. Je pensais aux dents parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que des inflammations qui sont là, qui sont là longtemps au niveau des gencives, etc., peuvent à long terme créer des choses chroniques.
là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a un autre type d'inflammation qui est moins connu, qui s'appelle l'inflammation silencieuse. C'est une inflammation qui ne gêne pas le quotidien. On peut vivre avec, on peut aller travailler, on peut tout faire. On n'a pas forcément mal, il peut y avoir un peu de fatigue, un peu de choses comme ça, mais elle n'est pas invalidante, comme les inflammations chroniques ou celles qui sont aiguës. Et souvent, donc, elle passe inaperçue. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que toutes les maladies qu'on a vues tout à l'heure, eh bien, ces inflammations dites de bas grade ou silencieuses sont un terrain qui favorise l'émergence de ces maladies non contagieuses, que ce soit les cardiopathies, les cancers, les affections longues, voilà, les maladies neurodégénératives, etc. Donc, on l'évoquait tout à l'heure, ces inflammations silencieuses-là, elles sont liées à des facteurs environnementaux, et souvent qu'on peut moduler. Donc, on l'a dit, l'alimentation, donc excès de sucre, de graisse, sédentarité, des carences aussi, parce qu'on est dans une ère actuelle où il y a une suralimentation, mais qui n'est pas forcément nourrissante, réellement. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont en carence, tout en ayant le ventre plein 3 fois par jour. Donc les inflammations comme ça, les inflammations silencieuses, elles peuvent être dues à un terrain environnemental, donc sachant que le stress aussi joue. Et aussi, elles peuvent être liées, comme je le disais tout à l'heure, à des petites inflammations dans le corps où on ne fait pas trop attention, mais qui restent là, qui restent là, qui restent là. Et à l'intérieur du corps, il y a des marqueurs de l'inflammation qui circulent et qui, du coup, créent une ambiance corporelle pro-inflammatoire. Et cette ambiance corporelle, après, elle permet, en fonction de l'alimentation, en fonction de plein d'autres facteurs, le développement de certaines maladies. Donc c'est là où on peut parler aussi d'épigénétique, parce qu'il peut y avoir des facteurs génétiques à certaines maladies pro-inflammatoires, et aussi l'environnement donc joue et peut inhiber certains aspects des gènes ou révéler d'autres aspects. Donc là on peut voir, voilà, que l'environnement peut créer des maladies. Donc tout ça pour dire, voilà, on revient à notre petit graphique juste avec les couleurs et le visuel, que la majorité des décès dans le monde a un terreau commun que sont les inflammations. Ben, toutes mes diapositives de transition ne passent pas. Bon. Alors, passons à la troisième partie, donc, sur les particularités de la médecine traditionnelle réunionnaise. Donc, au niveau de la médecine traditionnelle, donc, là, on va s'appuyer sur de l'ethnomédecine, donc sur beaucoup des cours que j'ai fait pendant mon diplôme universitaire. Essentiellement, là, il y aura des choses de Laurence Pourchaise, qui est maintenant à l'INALCO. Donc, en ethnomédecine, c'est une approche donc pluridisciplinaire qui s'intéresse aux cultures liées à la médecine, en prenant en compte la botanique liée aux cultures, en prenant en compte la pharmacologie liée aux cultures aussi. Et donc une petite définition, donc c'est l'ensemble des croyances et des pratiques relatives à la maladie dans chaque rappelé en début là. Donc on a eu des apports de Madagascar, d'Europe, d'Afrique, d'Inde, de Chine, etc. Donc ce terreau-là a créé la créolité. Après, il y a eu des particularités, c'est que
ces flux migratoires se sont faits de façon successive et avec des liens un peu de hiérarchisation. Donc tout ça, ça donne un terreau particulier. Par exemple, donc, au niveau de la hiérarchisation qu'il pouvait y avoir au niveau socio-culturel, on peut penser à l'esclavage, on peut penser au marronnage, à l'engagisme, il y a certains qui étaient propriétaires terriens, etc. Donc tout ça, ça donne voilà, une sorte de nivellement. Et certaines logiques de domination qu'il y a pu y avoir aussi. Une autre particularité, c'est que cette créolité, elle s'est construite à huis clos. Donc pendant de longues périodes, il n'y a eu personne, il n'y a pas eu de nouvelles personnes de l'extérieur. Il fallait se débrouiller vraiment avec le système D de ce qu'il y avait sur place. Et cette médecine traditionnelle, elle est un peu à l'image des plantes qui sont arrivées là par la mer, qui sont arrivées par les oiseaux, par les cyclones, etc. et qui ont dû s'adapter de toute leur force jusqu'à en devenir des espèces uniques au monde, des plantes endémiques. Et les gens qui sont arrivés, ils ont dû, pareil, essayer de se mélanger, de trouver des façons pour survivre, de réussir à échapper à des épidémies, etc. Donc il y a aussi, dans cette médecine traditionnelle-là, il y a le mélange et il y a un puissant sens de la survie, en fait, des nécessités. C'est pas du folklore, c'est que c'était on ne peut plus nécessaire pour pouvoir survivre. Alors, on va parler des logiques internes. Donc, dans chaque système de santé, il y a des logiques internes. À La Réunion, et d'ailleurs, c'est des logiques internes qui sont propres à un peu d'autres endroits du monde. Donc, il y a en général les Mascareignes, mais il y a aussi la région d'Haïti, qui a aussi ces mêmes oppositions, et certaines régions d'Amérique du Sud. Donc, premier axe, nettoyer le corps. Donc il s'agit là d'une quête de pureté. Enlever le pur pour retrouver le pur. On se lave tous les jours le corps, mais là c'est une logique de nettoyage interne. Donc ça on peut le voir dans plein d'aspects de la Réunion dans la médecine traditionnelle. Il y a beaucoup de plantes contre les parasites. Là, on voit enlever l'impur pour purifier. Et il y a aussi un autre aspect où c'est bien visible. C'est un travail de Madame Pourchaise, justement, qui a travaillé sur la tisane tambave. Alors, le tambave, c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Le mot tambave veut dire tisane en malgache. Et là, l'idée de la tisane tambave, donc c'est pour les jeunes nourrissons, donc vraiment tout frais. L'idée, c'est d'éliminer tout ce qu'il peut avoir d'impur qui est lié à sa vie utérine. C'est un peu symboliquement, c'est pour qu'il puisse naître à lui-même, séparé de sa mère, et physiologiquement, c'est évacuer le méconium. Donc tout ce qu'il a dans les intestins depuis sa gestation. Alors, ni cette pratique de traitement des nouveau-nés, ni la maladie n'est reconnue par la biomédecine. Mais à La Réunion, c'est quelque chose d'encore très courant, où les gens ils vont vraiment chercher des tisanes tambave pour les jeunes enfants. Et ils disent souvent que si un enfant n'a pas eu ça,
eh ben, des fois il a des boutons, il a des douleurs au ventre, il n'est pas bien, et souvent les coliques, on lit ça à ça. Et ce sont des tisanes donc, qui aident les enfants En fait, c'est une première cure détox, d'une certaine façon. Voilà, oui, c'est une façon de couper le cordon avec la mère aussi d'une autre façon, d'éliminer les dernières traces de vie in utero. Ensuite, deuxième aspect, deuxième axe, c'est le maintien de l'équilibre entre le chaud et le froid. Et ça, c'est un aspect vraiment qui se retrouve beaucoup en Amérique du Sud aussi et dans plusieurs endroits. Donc, voilà, c'est garder la bonne température. C'est intéressant parce que de nos jours, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à la température corporelle comme moyen de réguler la bonne santé. Et il y a quelqu'un qui, alors si je me rappelle son nom, qui est très en vogue, et France Guillain. Il y a beaucoup de... Voilà, elle écrit pas mal de livres et elle parle beaucoup de cette température corporelle. Et elle est européenne, donc c'est pas du tout dans la tradition européenne. Mais il semble qu'il y avait quand même quelque chose qui était fait comme ça je pense dans les années déjà 30, 40, où il y avait dans les campagnes, on s'intéressait quand même aussi à cet équilibre chaud-froid. Enfin, surtout en gros, éliminer le chaud. Donc la chaleur est liée à l'inflammation, là, et le froid, c'est tout ce qui est refroidissement du corps. Alors, quand on croise ces deux axes, donc pur, impur et chaud-froid, on a les deux grandes catégories de tisanes qu'on peut trouver à La Réunion. Il y en a d'autres, mais ça déjà, ça donne deux grandes catégories. Quand on veut nettoyer le corps trop chaud, on va prendre des tisanes rafraîchissantes. Quand on veut réchauffer le corps et le nettoyer, là on prend des tisanes pour les refroidissements. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que traditionnellement, donc, au niveau de la temporalité, on n'attendait pas d'être malade pour prendre des tisanes. Parce que souvent, maintenant, on voit les tisanes comme quelque chose de curatif. Mais traditionnellement, c'était beaucoup utilisé en termes préventifs. Donc, depuis la naissance, avec le temps bave, jusqu'à ce que la personne soit très âgée, qu'il y ait des douleurs arthritiques, etc., qu'il y ait des tisanes qui puissent aider. Donc, la logique de prévention était vraiment présente. Donc, les tisanes comme quelque chose de très régulier. Certaines personnes tous les mois, d'autres tous les 2 mois. Après, chacun en fonction de sa sensibilité corporelle, en fonction des familles. Et l'idée, c'était... Il y avait cette conscience de « Ah, si je commence à avoir une petite douleur par là, non, ben, je vais prendre une petite tisane pour pas que ça s'installe. » C'était de prendre soin de sa monture pour aller loin. Tout à l'heure, on verra qu'il y a des tisaneurs que j'ai interrogés pour ça, là. Et donc, un des tisaneurs, il compare ça vraiment à quelque chose de mécanique. Pour les voitures, pour que ça fonctionne bien... il faut tout nettoyer, filtre à air, filtre à huile, etc. Ben, pour le corps, c'est pareil. Pour que notre corps puisse bien fonctionner longtemps et le mieux possible sans avoir à aller chercher une pièce de rechange, et ben voilà, le fait de prendre des tisanes, c'était une aide. Les tisanes sont aussi prises de façon ponctuelle quand le besoin s'en fait sentir. Par exemple, pour les tisanes, pour tout ce qui est refroidissement, c'est pas des tisanes qu'on va prendre tout le temps. C'est quand le besoin s'en fait sentir, ou bien quand il y a le changement de saison, quand il y a les gens autour qui commencent à être malades, un petit peu en préventif, ça marche aussi. Mais c'est pas une tisane qu'on va prendre tous les 2 mois, par exemple. Au niveau des remèdes,
Alors, la particularité, on l'a dit tout à l'heure, qu'il y avait quand même une particularité au niveau géographique par rapport à la Réunion, au niveau géographique et puis au niveau de la faune, de la flore plutôt, c'est que cette flore, elle a été aussi à huis clos. Donc dans les plantes qui sont utilisées dans la pharmacopée au niveau médicinal, il y a des plantes, certaines qui sont endémiques, donc qui sont propres à une aire géographique très restreinte, en général Réunion, Maurice, Mascareigne, vraiment. Après, il peut y avoir d'autres plantes qui sont indigènes, donc qui sont propres à une zone un peu plus vaste. Par exemple, là on a le cas du goyave marron, qui est dans la zone du sud-ouest de l'océan Indien. Et puis il y a d'autres plantes médicinales aussi qui sont exotiques, qui ont été importées, certaines volontairement, d'autres involontairement, parce qu'il y a aussi beaucoup de plantes qui sont considérées comme des mauvaises herbes, qui sont en fait médicinales. Et il y a, plus je travaille sur cette thématique, plus je vois que, en fait, il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a que des herbes qu'on ne connaît pas encore. Et donc ça invite vraiment à aller découvrir, parce que souvent, on est amené à marcher sur des plantes médicinales pour aller à la pharmacie chercher quelque chose où il y a cette même plante, par exemple. Je pense au plantain qui est répandu vraiment, vraiment une répartition très large dans le monde et à La Réunion. Une plante très 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 utile. Et on peut aller acheter un sirop de plantain en pharmacie alors qu'en fait, cette plante elle est juste là, on la voit tous les jours et on ne sait pas à quel point... c'est plus simple de l'avoir dans son jardin, de prendre quelques feuilles, on peut la manger en salade, on peut la manger en bread, on peut en faire des tisanes. Donc il y a vraiment quelque chose à découvrir. Les plantes qu'on considère comme des mauvaises herbes, elles gênent les cultures d'un certain côté, mais elles ont une utilité à trouver. Et si c'est pas pour la santé humaine, parfois ça peut être aussi pour la santé des autres plantes. On peut faire plein de choses, on peut soigner des plantes avec d'autres plantes. Donc voilà, plantes endémiques, plantes indigènes et plantes exotiques, les remèdes sont faits à partir de ça. Tout ça montre que la médecine traditionnelle réunionnaise est donc vraiment unique au monde, de par ses apports culturels et de par sa pharmacopée qui est aussi unique au monde. Il y a des plantes communes à d'autres pays, à d'autres endroits, mais il y a des plantes qui sont absolument uniquement ici. Par rapport à tout le déroulement, on arrive à là. Donc, rappelez-vous, on était sur les maladies qu'on voit le plus dans le monde, pro-inflammatoires. On a vu la médecine traditionnelle, certains de ses aspects. Donc, on a vu aussi que, traditionnellement, on fait du préventif anti-inflammatoire. Et c'est là où je veux en venir, où il peut y avoir vraiment quelque chose à travailler à La Réunion et à partager parce que vu les statistiques, il y a un besoin dans le monde en termes de régulation de ces terrains pro-inflammatoires. Et donc, on va s'intéresser aux tisanes, donc qu'on dit rafraîchissantes. Alors, comment est-ce qu'on peut définir ce thème de rafraîchissant? Au niveau de la littérature, donc Roger Lavergne, donc lui il dit que le plus courant, donc rafraîchir les intestins, les dérangements d'estomac. Il dit que en général il est question d'inflammation au niveau du tube digestif, mais on parle aussi de rafraîchir le sang. Et donc c'est pour les maladies du chaud et pour la fièvre aussi. Pour longue fosse, les tisanes rafraîchissantes ont la particularité de traiter les inflammations et de nettoyer le sang. Dans l'ouvrage de Claude Maraudon et de Smadja, donc le livre qui parle des plantes médicinales qui ont été inscrites à la pharmacopée française, le terme rafraîchissant est défini comme anti-inflammatoire et dépuratif.
Avant de continuer sur la définition de rafraîchissant, on fait juste un petit virage sur les différents types de tradipraticiens à La Réunion. Donc ça, c'est suite aux recherches en anthropologie médicale, en ethnomédecine. Donc ils ont pu observer qu'il y a des tisaneurs, il peut y avoir des prêtres, alors, il peut y avoir des prêtres, donc quelle que soit la religion impliquée, des êtres qui sont reconnus comme des intermédiaires avec les puissances divines. Donc ça, à chaque fois, en gros, qu'il y a une maladie, en ethnomédecine appliquée à La Réunion, ils appellent ça, ils disent qu'il y a beaucoup d'itinéraires bis. C'est-à-dire que les gens, ils vont prendre un diagnostic chez le médecin, savoir ce qu'ils ont, et après, ils ont plein de choix pour se faire soigner. Et dans ces choix-là, donc ils peuvent prendre les médicaments que le médecin a prescrits, ils peuvent aller voir un tisaneur, ils peuvent donc aller voir un prêtre, donc là pour intercéder, pour demander une grâce en fait. Il y a les devins guérisseurs malgaches, eux ils entrent un peu dans la catégorie des prêtres, mais sans qu'il y ait vraiment une religion structurée autour de ces personnes. Ils font office d'intermédiaire avec le subtil aussi. Il y a les devineurs, donc ni prêtre, ni sorcier, ni guérisseur. Il est au carrefour du religieux, du magico-religieux et du thérapeutique. Il soigne le corps et l'âme, et les corps et les âmes, que les maladies soient naturelles ou provoquées par des forces occultes. Et donc eux aussi ils peuvent prévoir l'avenir, ils peuvent aider sur cette thématique-là. Après il y a les gratteurs de bois ou les sorciers qui peuvent être recherchés aussi. Et puis il y a, selon les personnes, selon les sensibilités, d'autres types de tradipraticiens qui peuvent être recherchés. Donc là tout ce qui est en lien avec l'Inde, donc la médecine ayurvédique. Ça peut être aussi avec la médecine chinoise. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent chercher des diététiciens, et puis il y a aussi tout ce qui est homéopathe, acupuncteur, bref, là la liste elle est de plus en plus longue, plus le temps passe et plus ces praticiens sont nombreux, et les personnes malades ont de plus en plus de cartes dans leur jeu pour aller chercher de l'aide. Donc pour revenir au terme rafraîchissant, donc j'étais partie là pour dire que, étant donné la thématique des plantes médicinales, les tisanes rafraîchissantes, moi ce qui m'a intéressé c'est d'aller voir plutôt les tisaneurs, les autres moins. Donc j'ai interrogé 3 tisaneurs, Jean-Jacques Sillon, Jean-René Técher et François Thibert. Alors ils sont reconnus, j'explique reconnus, c'est qu'ils sont à la fois reconnus par la population qui va les voir, qui va chercher des tisanes avec eux. Ils sont sur les marchés forains, lui non, mais il reçoit. Donc eux, ils sont sur les marchés forains, et ça fonctionne, et voilà, ils ont des demandes du monde. Et ils sont aussi reconnus parce qu'ils travaillent au sein de l'Aplamédum. Donc c'est eux qui fournissent les plantes pour faire des analyses. Ils sont aussi là pour, ils suivent la recherche. Donc ils sont à la fois dans ce côté traditionnel, et en même temps ils s'intéressent à tout ce que la recherche peut apporter aux pratiques. Donc pour eux, qu'est-ce que ça veut dire rafraîchissant? Pour Jean-Jacques Sillon, c'est tout ce qui est utile pour se refaire à neuf, donc les tisanes utiles pour se refaire à neuf, limiter l'oxydation du corps, éliminer les impuretés. Ce sont des tisanes qui drainent, qui détoxifient, et lui il a cette sensibilité-là de dire que ces tisanes aussi permettent de réaligner les chakras. Donc il m'a expliqué que c'est aussi en fonction du moment où les tisanes sont prises, du jour, de la lune, etc. Donc il y a tout un procédé particulier. Jean-René Técher, lui il a expliqué que ce sont des tisanes, lui il me dit, des tisanes il fait pisser. Donc des tisanes qui servent à éliminer les déchets, les déchets par l'urine, et qui en général augmentent le volume d'urine aussi. Monsieur François Thibert, donc lui, pour lui, les tisanes rafraîchissantes sont des tisanes qui aident à éliminer les toxines qui nuisent au bon fonctionnement du corps
et qui aide à enlever les douleurs. Tout ce qui est inflammation, souvent ça fait mal, que ce soit au niveau des articulations, au niveau digestif. Les gens, après les tisanes rafraîchissantes, se sentent mieux et ils ont moins de douleurs. Donc, en reprenant à la fois la littérature et le terrain, il y a 3 aspects particuliers qui se révèlent. Donc, il y a l'aspect anti-inflammatoire des tisanes rafraîchissantes, donc qui inhibe tout processus inflammatoire. Il y a l'aspect dépuratif qui aide à éliminer les toxines du corps et diurétique, substance donc, qui favorise la sécrétion d'urine. Et donc, ça c'est un peu mon hypothèse, ça demanderait en fait tout ça là, tout ce dont je vous parle, c'est des intuitions que j'ai qui demanderaient aussi, en fait certaines, c'est pas des intuitions, ça c'est aussi de l'acté, mais en fait dans le sens d'intuition, qu'il y aurait plein de choses à faire à partir de ça. Et donc je pense que les tisanes inflammatoires, elles sont un peu, donc il y aurait ces 3 aspects-là, anti-inflammatoires, diurétiques et dépuratives, mais qui pourraient varier. Certaines tisanes, par exemple très diurétiques, un petit peu anti-inflammatoires, un petit peu dépuratives, d'autres très anti-inflammatoires et un peu moins diurétiques, par exemple. Mais j'ai la sensation que ces 3 aspects-là font vraiment partie de la thérapeutique des tisanes rafraîchissantes. Monsieur Lavergne le précisait, et les tisaneurs le précisent aussi, il y a des rafraîchissants qui nettoient en gros tout le corps, et il y en a d'autres qui ciblent des organes. Il y a des tisanes rafraîchissantes qui sont plutôt uniquement pour le système digestif, voire même précisément pour l'intestin, pour le foie, etc. D'autres qui sont pour nettoyer le sang. D'autres encore qui sont pour nettoyer les voies urinaires. Beaucoup de tisanes rafraîchissantes sont utilisées aussi, par exemple, au niveau des voies urinaires pour les hommes qui souffrent de prostate. Quand la prostate est enflammée, beaucoup de tisanes sont recherchées anti-inflammatoires pour la prostate. Donc, le but des tisanes, alors ça c'est l'image que je me fais intérieurement, donc l'inflammation silencieuse, je vois ça un peu comme des petites braises qui sont dans le corps, qui peuvent être là, qui peuvent rester longtemps, et les tisanes rafraîchissantes, c'est comme des petites gouttelettes qui viennent amoindrir ces braises, pour éviter que ça prenne feu complètement, parce que quand ça prend feu, c'est inflammation chronique, c'est des symptômes qui sont lourds, qui sont durs à gérer, qui sont invalidants, et donc voilà, les tisanes inflammatoires comme permettant de temporiser, sachant que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que souvent les maladies chroniques se déclenchent suite à des chocs émotionnels, suite à des grosses fatigues, je crois que c'est les 2 principales, ou suite à une maladie autre, mais qui était un peu lourde à vivre pour le corps, et du coup ça prend feu. C'est un peu comme si le corps avait plus assez d'espace pour être en zone tampon, pour limiter les petites inflammations qui étaient déjà là. Le corps il est surchargé, et là, ça prend feu. Et donc, je voulais parler de ça ce soir parce que les tisanes rafraîchissantes peuvent justement éviter ces grosses flambées inflammatoires. Alors, j'aurais demandé pour eux les 5 plantes les plus rafraîchissantes. Alors, pour Jean-Jacques Sillon, alors il n'y a pas d'ordre de les passer comme ça, vous les faites passer, vous pouvez les observer. Alors, Gouillard marron, et là c'est Zambaville. Pour Jean-René Técher, lui, dans ses tisanes préférées, il y a Zerbabouk, qui revient encore, hein. Il était déjà là, Zerbabouk.
Goyave marron qui revient encore aussi. Lime café qui revient encore. Feuilles de papaye. Alors les feuilles de papaye ont été très utilisées depuis la dengue. Parce que ça a été un remède pour beaucoup de personnes. Un remède très simple de prendre les feuilles de papaye, de les mixer dans de l'eau et de filtrer ça et de boire ça avec du miel. Il semble que vraiment, quand les gens ils étaient KO à ne plus pouvoir sortir de leur lit, eh ben, ils ont revu un peu la lumière du jour après, quoi. Donc feuilles de papaye, bois maigre aussi. Alors, il a bien insisté sur un risque de confusion par rapport aux herbes à bouc, parce que les herbes à bouc, c'est une petite plante très commune qu'on reconnaît avec ses petites fleurs un peu mauves. Elle sent très fort, d'où son nom. Et il m'a expliqué qu'il y a une variété pays et il y a une autre variété du Mexique. La variété pays étant vraiment rafraîchissante, et la variété du Mexique qui a une odeur légèrement plus camphrée, mais qui ressemble comme 2 gouttes d'eau aux herbes à bouc habituelles. L'autre, elle est beaucoup plus laxative, c'est-à-dire que c'est plutôt quand les gens ont des problèmes de constipation. Donc certains prennent ces tisanes en se disant bah tiens, voilà, ça va nous faire du bien, ça va nettoyer, mais en fait ça nettoie quand même, mais autrement. Pour François Thibert, donc Changé Corse, c'est encore goyave marron, hein, c'est le même, mais il a un autre nom. Fleur jaune, donc c'est dommage parce que j'ai pas pu en ramener, c'est une très belle plante. Les cœurs de café, très utilisés dans certains coins de l'île, donc les petites sommités des caféiers. La barbe maï. Je ne sais pas si vous connaissez la barbe maï. Oui. Donc très utilisée aussi. Alors la barbe maï, elle a la particularité, donc ça vient de très loin, c'est utilisé depuis les Incas. Ils appellent ça le thé de maï en Amérique du Sud. Et la barbe maï, elle a la particularité d'augmenter les urines de quelque chose avoisinant les 130%. Donc quand on a besoin d'éliminer, de boire pendant 2 ou 3 jours de la barbe de maïs, ça permet vraiment d'éliminer, quoi. Et il parle aussi des petits fraises pays. Donc c'est pas les fraises crapaud. Alors il y en a qui connaissent peut-être les fraises crapaud, c'est celles qui sont toutes rondes, qu'on voit souvent dans les forêts et qui sont un peu aimées par les limaces, mais qui ne sont pas mangées. Quand on les goûte, elles n'ont pas de goût du tout. Ça, les petites fraises pays, c'est des fraises qu'on trouvait beaucoup. Moi, je sais qu'entre Sillaos et Mafate, dans le sentier du Taïbit, il y a un endroit qui s'appelle la plaine des fraises. Il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a encore un peu. Donc, c'est des petites fraises qui sont vraiment petites, mais qui sont parfumées. Quand on les sent, elles ont vraiment un parfum qui est délicieux. Et donc, on peut faire la différence entre les fraises crapaud et les fraises pays à l'odeur. Parce que l'autre, voilà, insipide, sans goût ni odeur. Alors, une petite chose avant de continuer, c'est que traditionnellement aussi, pour revenir aux facteurs inflammatoires, traditionnellement, l'alimentation à La Réunion était bien différente de celle qu'elle est aujourd'hui. Avant les années 50, avant l'arrivée fracassante du riz, l'alimentation était plutôt constituée de maïs, de légumes racines comme les patates douces, les maniocs, les songes, aussi de fruits à pain. Et il y avait des légumineuses beaucoup, c'était beaucoup cultivé, les haricots, les lentilles, les entaques, les embériques, les embrevades, tout ça, c'était consommé. Il y avait beaucoup de diversité au niveau des légumineuses. Et aussi quelque chose de très important. Donc c'était beaucoup plus frugal aussi. Hein. On sait qu'ils ont fait des études où ils ont montré que chez des femmes, alors l'étude c'était des femmes ménopausées, certaines avaient un régime hypocalorique et en gros ils ont fait en sorte qu'elles perdent du poids et l'autre mangeait normalement. Et ils se sont rendus compte que celles qui mangent moins et qui perdent du poids, les marqueurs de l'inflammation diminuent drastiquement.
Donc la frugalité fait aussi partie des façons de soigner les terrains pro-inflammatoires. Et ça, c'est pas difficile, c'est presque gratuit, enfin c'est économiquement rentable. Voilà, c'est pas difficile, quoi. C'est manger moins et sans doute mieux. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant dans ce que les gens mangeaient à La Réunion aussi, c'était les breads. Parce qu'il y avait beaucoup moins d'apport de viande, etc. C'était plus rare. Et les breads étaient là très régulièrement. Et les breads, en fait, on est entre l'aliment et la plante médicinale. Et c'est très, très intéressant. Les breads devraient être remises aussi au bout du jour parce que c'est un atout de santé publique immense qu'on a dans la zone de l'océan Indien, parce que c'est commun à l'océan Indien. Le fait que de pouvoir manger régulièrement des breads, c'est vraiment gage de bonne santé. Et par exemple, dans les plantes, on parle de plantes rafraîchissantes, vous devez connaître par exemple les breads pariataires. Alors ça, c'est une plante, là aussi, qui est très diurétique. Un bouillon de bread pariataire, là, si c'est le soir, réveil nocturne obligé. Et c'est aussi très anti-inflammatoire. Elle est remplie d'oligo-éléments, elle est remplie de vitamines. Elle est comparée à l'ortie, qui est une plante c'est de l'or vert, l'ortie. C'est aussi une plante qui n'est pas traditionnelle d'ici, mais qui peut être considérée comme rafraîchissante, parce qu'elle est détoxifiante, elle est reminéralisante, et elle aide à éliminer aussi. Donc les breads pariataires, c'est vraiment, par exemple, une super source d'alimentation, et les racines sont aussi utilisées pour la prostate, justement, pour les hommes, qui font bouillir la plante entière, et qui boivent cette eau, ou bien ils mangent les breads aussi régulièrement, mais la racine a des principes qui sont davantage recherchés au niveau de la médecine traditionnelle pour l'inflammation de la prostate. Et après, il y a d'autres choses aussi, il y a des aliments qui sont considérés comme rafraîchissants. Par exemple, l'eau de coco. Quand on boit de l'eau de coco, c'est connu aussi que ça aide, que c'est un anti-inflammatoire notoire, et qui aide aussi à éliminer les toxines et qui est diurétique. Il y a le chouchou. Qui n'est jamais allé faire pipi après avoir mangé un chouchou bouilli? Est-ce que vous connaissez les chouchous bouillis? Vous avez déjà goûté? Parce que ça c'est très diurétique. Et on peut boire l'eau des chouchous quand on fait bouillir le chouchou, si on n'ajoute pas de sel, et ben c'est aussi une tisane extrêmement diurétique et détoxifiante. En aliment, les anciens ils disent aussi que les concombres, citrouilles, un peu les cucurbitacées qui sont pleins d'eau, sont rafraîchissants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, par exemple, je pense aux breads aussi, mais les breads, elles ont quelque chose de particulier, c'est que entre aliments et médicaments, elles sont aussi donc chargées de principes actifs, évidemment, et il y a certaines précautions à prendre aussi. C'est assez connu que, par exemple, les gens qui ont la goutte, il vaut mieux éviter les breads chouchou, parce que ça peut stimuler une crise de goutte, ça peut créer ça. Voilà, après, bon, les breads, on pourrait en parler pendant longtemps. Et on va... Pardon? On peut en manger? Ah, il y a des tisanes, mais il n'y a pas de bouillon de bread. Prochaine fois, il faudra demander aux amis de l'université un petit bouillon de bread convivial pour la fin. Il y a une association, enfin une entreprise qui est en train d'être créée, qui s'appelle le Peuple des Breads. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ils font quand? Il y a eu? Ah oui, ben voilà, c'est ça, il y a beaucoup de choses à découvrir, et là aussi ce sont des herbes. Par exemple, il y a une autre herbe qui s'appelle les piquants ici. Vous connaissez piquants, qui s'appelle aussi herbe lapin? Eh bien, ici c'est très peu consommé en bread. À Madagascar, c'est vendu sur les marchés forains. Et c'est utilisé par contre ici au niveau médicinal pour les diabètes, et surtout pour les diabètes gestationnels.
Voilà. Donc, il y aurait à faire des échanges entre les îles qui pourraient être très très enrichissants. Parce que les pratiques sont différentes, il y a plein de plantes qui sont communes, mais les pratiques sont différentes et il pourrait y avoir voilà, des échanges. On va parler des quelques plantes rafraîchissantes. Alors on ne va pas voir toutes les plantes qui ont été évoquées par les tisaneurs. On va rester sur les plantes qu'ils ont évoquées, qui sont entrées dans la pharmacopée française, donc dans la liste A, qui valide aucune toxicité, voilà, une possibilité d'utiliser et où chacun peut aussi trouver les informations facilement. Ils ont été deux à parler de lime café. Alors, donc, voilà. Donc, cette plante, elle est considérée comme rafraîchissante à La Réunion. Comme permettant voilà, d'enlever les inflammations, d'éliminer les toxines. Elle est utilisée aussi pour la dengue. Elle est dans le mélange tisane-tambave dont on parlait tout à l'heure. Elle est utilisée aussi pour éliminer les bourboulles chez les jeunes enfants. Elle est aussi utilisée comme fébrifuge, dépuratif, utilisée en externe pour tout ce qui est conjonctivite. C'était conseillé aussi, donc pas mal utilisé en externe et conseillé pour les adolescents qui avaient de l'acné, en petite lotion à passer en externe. Elle peut aider à traiter les séquelles du paludisme aussi. Voilà. À Maurice, elle est utilisée pour tout ce qui est problème de peau, problème de... alors, c'est les champignons, les dartres, etc. C'est utilisé pour ça en externe et en interne. À Madagascar aussi, les plantes sont utilisées pour les problèmes de peau. Et là, c'est plus vaste. Ça va au-delà des problèmes qui sont fongiques. Et là, c'est plus aussi eczéma, psoriasis. Les tiges sont utilisées pour purger, pour se nettoyer. Utilisées aussi en antipoison à Madagascar. Au niveau pharmacologique, ce qui a été démontré, c'est une activité antibactérienne, antifongique, antioxydante et antiradicalaire. Donc cette plante, elle n'est pas considérée comme toxique. Donc évidemment, toute plante, même considérée comme non toxique, pour tout ce qui est femmes enceintes et jeunes enfants, voilà, de rigueur en général, c'est... voilà, on s'abstient. Et évidemment, il y a quelque chose que je n'ai pas précisé au début, je ne l'ai pas précisé, mais je ne suis pas médecin, donc ce dont je vous parle là, c'est le fruit de mes recherches, de ce qui m'intéresse. Chacun est garant de sa propre santé et souverain chez lui, donc moi ce que je trouve important, c'est de faire des recherches, d'aller dans certaines directions. Les plantes médicinales, c'est très très intéressant, de se renseigner auprès de personnes qui ont des connaissances, qui savent, que ce soit des personnes qui ont fait qui sont herboristes, des tisaneurs, des personnes qui ont fait des études dessus. Donc
Voilà, ce que je dis, voilà, c'est pas des conseils médicaux, c'est je partage ce que je trouve génial et qui peut, peut-être, je l'espère, donner de l'enthousiasme à d'autres pour aller dans certaines directions. Voilà. Oui. Alors, pourquoi en thérapeutique? Alors la plupart du temps c'est les tiges, donc les tiges, ils ne parlent pas forcément des fleurs. Les racines sont utilisées à Madagascar, mais les tiges, donc c'est les feuilles. Ce que j'ai pu observer, c'est que par exemple dans la tisane Tamba, ils mettent une petite feuille, coupée, ciselée avec plein d'autres plantes mélangées, mais là c'était que la feuille. Et là on a une jolie photo de bois maigre en fleurs. Ça c'est Zambaguil, ah ça c'est Zambaguil, mais que dans les hauts. Ça c'est Changécorce, il a une marche qui est dentée. Il est très piqué en latin, il s'appelle un. Excusez-moi, le fait d'arriver en retard. J'ai sorti mes feuilles, c'est mélangé. Vous connaissez? Bon, ben, on va revenir dessus après, quand je trouverai la fiche. Hop. Voilà. On va passer au change-écorce, donc ou goyave marron, qui a été évoqué par les tisaneurs, là, comme plante vraiment très utile, très utilisée dans ce sens-là. Alors, goyave marron, donc c'est la plante qui est passée tout à l'heure, que vous avez pu voir. On voit bien ces petites feuilles un peu dentelées là. Alors, elle est utilisée depuis longtemps pour beaucoup de choses à La Réunion, et c'est sans doute un savoir, semble-t-il, qui a été importé de Madagascar, où c'est une plante extrêmement utilisée là-bas, qui est utilisée au quotidien en thé. Alors à La Réunion, elle est utile déjà pour refaire l'estomac chez les tout petits, quand ils ont des douleurs d'estomac. Les branches sont aussi utilisées donc comme rafraîchissant pour nettoyer le sang, comme dépuratif. L'écorce servirait à faire vomir quand il y a eu des intoxications. Alors le fruit du change-écorce les fruits peuvent constiper. Donc quand quelqu'un a une gastro, c'est une des thérapeutiques possibles, donc manger 1, 2 ou 3 petits fruits de change-écorce. En décoction, donc les feuilles, les rameaux, quand elles sont en décoction, permettent de soigner la fièvre. Alors, je sais que les jeunes enfants, parfois, ils prennent même des bains de change-écorce, avec d'autres plantes parfois, mais ça peut aider pour la fièvre. Ça peut soigner le paludisme. C'était très utilisé aussi pour tout ce qui était fièvre hépatique. Donc pour le paludisme, les rhumatismes, pour les douleurs, utilisé pour donc les diarrhées, pour les calculs rénaux, donc préconisé comme anti-inflammatoire contre la dysenterie aussi, même les feuilles. Donc ça c'est une recherche de M. Lavergne en 1990. Ça aide pour tout ce qui est inflammation digestive, donc de l'estomac jusqu'aux intestins. En plus, c'est une tisane. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà goûté, cette tisane.
Elle est très bonne, elle a un goût très... un peu comme un thé, mais sans aucune amertume. Alors, ce qui a été trouvé au niveau des constituants chimiques, ils ont trouvé plein de choses intéressantes, des acides gras, des polyphénols, et plein d'autres choses comme ça. Et donc voilà, je disais qu'à Madagascar, c'est utilisé comme thé quotidien, parfois mélangé à des grains de café aussi. Et il y a une petite recette aussi qui est utilisée dans les Hauts de l'Ouest, dont j'ai entendu parler. C'est un mélange de change écorce, donc un petit tige de change écorce, avec un petit cœur de café. Là aussi, un petit mélange très rafraîchissant. Alors, fleur jaune. Alors, on va commencer peut-être... Alors, c'est une plante très utilisée, très aimée, très connue, parce qu'en plus, on la reconnaît quand on va en balade, on la voit, elle est belle, elle est lumineuse et tout, et les abeilles adorent se rouler à l'intérieur. Et cette plante, elle a la particularité d'être héménagogue. Donc, elle est déconseillée pour les femmes enceintes, mais particulièrement déconseillée. C'est pas juste une précaution, là, il ne faut pas. Et aussi, il semblerait qu'elle ait un impact au niveau... quand une femme prend la pilule, il faudrait prendre cette tisane vraiment à distance, parce qu'elle pourrait jouer dessus et faire que la pilule ne fait pas son effet. Donc ça, c'est des choses à savoir. Après, elle est utilisée, c'est la plante qui est utilisée pour nettoyer le sang. Sur les marchés, les gens ils disent « mais veut nettoyer mon sang ». Alors là, c'est fleur jaune. La base de la tisane, c'est fleur jaune. Alors, c'est une plante qui est tonique et stimulante. C'est la cousine du millepertuis. Et elle a aussi, semble-t-il, certains aspects qui peuvent aussi aider pour tout ce qui est déprime. Comme Zambaville aussi, qui est passé tout à l'heure, qui peut aider quand les personnes voilà, sont un peu déprimées, ont besoin de se redonner un peu d'énergie et de joie. Quand elles sont en période de ménopause, qu'elles ont un peu des douleurs, etc. Elles prennent cette tisane-là, ça donne un petit coup de fouet à la circulation sanguine et elles sentent les jambes beaucoup plus légères. Alors, elle est utile aussi, ce qui s'appelle pour les cystites en fait. Quand il y a des brûlures au moment de faire pipi, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, c'est utile. Par contre, je pense à ça aussi, certains tisaneurs, par exemple Jean-René Técher, pour lui, cette plante est une plante pour les femmes. Donc, il ne la donne jamais à des hommes. D'autres tisaneurs, par contre, donnent cette plante à tout le monde. Mais voilà, selon aussi, il y a certaines sensibilités au niveau des pratiques. Elle est aussi vénotonique, cette plante. Donc utile pour les débuts de varices. Et donc je disais tout à l'heure, antidépresseur aussi. Oups, c'est pas tout de suite. Elle est utilisée dans d'autres endroits aussi. Elle est utilisée par exemple en Éthiopie, où les feuilles sont consommées avec de la viande. C'est à la fois un repas, mais à la fois c'est médicinal contre les douleurs d'estomac. Et au Cameroun, elle est utilisée pour les fièvres et quand les personnes sont trop nerveuses. Mais là-bas, par contre, c'est vraiment des doses très particulières qu'ils prennent. Et c'est utilisé aussi pour l'infertilité et l'épilepsie.
Voilà. Alors, Ambaville, que vous avez vu aussi tout à l'heure. Alors, Ambaville est une plante très très utilisée de la prime enfance, même très tôt en fait, parce que c'est une plante qui n'a pas de toxicité et qui est prise traditionnellement, qui peut être prise très tôt. Elle peut être prise en interne ou en externe. Les bains d'Ambaville, c'est une des bases pour tout ce qui est problème de peau et d'eczéma, pour des problèmes de psoriasis aussi. Il y a d'autres plantes qui sont ajoutées. Par exemple, il peut y avoir le guérivite, il peut avoir le Cochlearia, Centella asiatica. Je ne sais pas si vous connaissez cette plante, qui est une plante incroyable qui pousse vraiment dans plein de coins de l'île, comme d'un petit gazon, et qui est dans les magasins bio, vendu à 50 € le petit flacon comme ça, mais on marche dessus. Et en plus, ce qui est ramené, c'est du sec, etc. Alors que là, il y a du frais qui peut facilement voilà, être replanté dans un jardin et qui peut être consommé, parce que cette plante, elle est très bonne pour la circulation sanguine cérébrale, et elle est utilisée pour quand il commence à y avoir des troubles de la mémoire, des choses comme ça. Il y a des gens qui mangent ça en salade, avec d'autres choses. Un anti-âge, c'est-à-dire... Ah oui, pour la peau. Et oui, c'est vrai. Exactement. Donc, monsieur dit, je ne sais pas si tout le monde a entendu, dit que c'est un anti-âge qui est vendu très cher. Et c'est vrai qu'en Asie, les femmes, elles ont une petite technique qui est super simple et qui devrait être diffusée. C'est Cochlearia, donc Centella asiatica, bien écrasé dans un pilon, avec de l'aloès et un masque de beauté régulier avec, quand on connaît les bienfaits de l'aloès et ceux du Centella asiatica. Alors, cette plante, elle s'appelle aussi l'herbe au tigre, parce que ils ont observé en Inde que les tigres, les mâles, quand ils se battaient, ils allaient toujours se rouler dans les endroits où il y avait cette plante. Et exactement, parce que c'est un cicatrisant incroyable, d'où son nom est resté l'herbe au tigre, parce que du coup, il aide vraiment. J'ai pu observer un jour auprès d'un tisaneur, il avait eu la demande de quelqu'un, d'un monsieur diabétique qui fumait, qui buvait pas mal, qui s'était fait une fracture ouverte du tibia, là, en bas du tibia, et sa blessure durait depuis des mois et des mois et ne se refermait plus. Et donc, ça faisait des mois qu'il allait, il faisait les allers-retours hôpital, etc. Et donc, il a demandé un coup de main. Et donc, j'ai pu observer. Donc, il y a eu un remède préparé à base de Centella asiatica alors, Centella asiatica, hydrolat de géranium et miel, le tout dans une petite bouteille à garder au frigo, et tous les jours, il badigeonnait, il mettait une petite compresse, et en 2 semaines, avec ces 3 ingrédients-là, ça s'est complètement refermé. Au bout de quelques jours, déjà, la peau commençait à rebourgeonner. Donc là, on peut voir vraiment toute la puissance d'aide à la cicatrisation de cette plante-là, en plus mélangée à d'autres qui peuvent vraiment aider, quoi. Donc voilà, Centella asiatica, super plante, ça se trouve vous en avez dans votre jardin, donc n'hésitez pas à faire des recherches dessus. Elle est toute petite, elle ressemble un peu, les feuilles ressemblent à des feuilles de violette. Voilà. Donc vérifiez bien que c'est bien la bonne et tout avant de consommer, évidemment. Cela va de soi. Pour revenir à l'Ambaville, donc utilisée en interne ou en externe. Donc en externe, on disait pour tous les problèmes de peau. Et en interne, elle est très connue pour aider aux problèmes d'estomac. Tout ce qui est ulcères, brûlures, aigreur, etc. d'estomac, c'est une des bases. Sachant que quand les tisaneurs donnent cette plante, ils ne la donnent pas, en fait, ils ne donnent pas non plus les plantes
Voilà, comme ça, il donne aussi quelques autres conseils, parce que par exemple, quand les gens ils ont des brûlures d'estomac, s'ils continuent tous les matins à boire du café, ben, ils entretiennent leur brûlure. Alors s'ils prennent une tisane d'Ambaville après, c'est un peu antagoniste. Il faudrait déjà éliminer ce qui crée la douleur, ce qui en tout cas n'aide pas, voilà, il continue un certain processus, et après passer aux plantes. Donc il y a aussi tout un aspect de conseils qui sont donnés au niveau de l'accompagnement des gens, de ce que j'ai pu observer. Ambaville, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Et pour l'estomac, elle est en général mélangée au bois d'hosto. Alors, elle est utilisée pour les gastro-entérites, l'Ambaville. Elle est utilisée aussi pour aider quand il y a une mauvaise circulation, quand il y a des lourdeurs. Elle est utilisée dans le mélange, elle n'est pas utilisée seule pour le diabète, mais elle est utilisée dans le mélange de plantes pour le diabète. Elle est utilisée pour les rhumatismes et pour la goutte aussi. Et j'ai pu rencontrer une personne qui a utilisé cette plante-là, alors en arrêtant le café et en prenant une autre plante qui s'appelle aussi le quinqueliba, qui n'est pas de la pharmacopée locale, qui est une plante africaine, mais qui a été importée à La Réunion avec les premiers colons, parce que c'était une plante donc très utilisée en Afrique pour tous les problèmes liés au paludisme, à la dengue et aux parasitoses, etc. En fait, c'est une plante qui aide un peu le foie, qui aide à avoir un foie assez solide et donc qui permet de tenir bon contre vents et marées à travers les épidémies, quoi. Et donc, j'ai rencontré quelqu'un qui avait un ulcère à l'estomac depuis des années et qui s'était tourné vers les plantes médicinales. Et entre conseils alimentaires, voilà, certaines choses à éviter, plus le quinqueliba et un mélange Ambaville-hosto, moi j'ai été là le jour où il est revenu pour dire mais je n'ai plus rien, ça faisait des années que j'avais un problème et maintenant voilà, j'ai plus de douleur et ça a été, je suis allée faire des analyses, il n'y a plus rien. Donc en termes de cicatrisation interne, l'Ambaville est une plante de choix. Elle est utilisée aussi pour tout ce qui est gratelle. Donc gratelle en créole, c'est les démangeaisons. Alors, pêche marron. Pêche marron, il a, comme vous pouvez voir, les trois aspects vraiment, là c'est bien, là c'est tout ce qui est écrit là, c'est ce qui a été validé scientifiquement. Sachant que les plantes médicinales sont un amas de molécules intelligents entre elles. On parle du totem de la plante, le fait que toutes les molécules ensemble sont supérieures à la simple addition de chacune de ces molécules. Quand on fait des recherches, on s'attarde à des molécules et souvent, pour faire des remèdes qui peuvent être industrialisés, on cherche la molécule de la plante qui aide pour après pouvoir la synthétiser. Sauf que souvent c'est bien plus complexe que ça et que certaines plantes, on sait qu'elles arrivent à soigner et à diminuer par exemple le développement des cellules cancéreuses, mais ils n'arrivent pas à trouver la molécule parce que c'est, voilà, c'est le totem, c'est le mélange intelligent de cette plante qui rend le remède efficient, quoi. Et donc tout ça pour dire que ce qui est montré là en bas, c'est ce qui a été validé par la science. C'est utilisé autrement, parfois aussi en médecine traditionnelle, donc il y a peut-être des choses qui vont être découvertes après. Parfois, c'est arrivé quand même qu'il y ait des plantes qu'ils ont étudiées, qui étaient utilisées traditionnellement, où ils se sont rendus compte qu'il y avait une toxicité sur le long terme. Parce que ça, c'est quelque chose de très important. Une plante peut être
pas toxique si on la prend une fois, mais si on la prend régulièrement sur 30 ans parce qu'elle est dans notre jardin, elle peut affecter certains organes. Donc ils se sont intéressés à ça. Pour que ça rentre dans la liste A de la pharmacopée, il faut en gros qu'elle montre patte blanche et qu'elle ne soit pas toxique même sur le long terme. Voilà. Et donc pêche marron. Pêche marron, c'est une très belle plante qu'on voit beaucoup dans l'Est. Un très bel arbre, très grand, avec il ressemble beaucoup, c'est pour ça qu'il s'appelle bois de goya marron, parce qu'il a un air de ressemblance avec le changé corse, mais en étant beaucoup plus volumineux. Pour ça, c'est la liane d'olive, pour les messieurs. Alors, quelque chose que je précise quand même, c'est que on parle de plantes là, le mieux étant de planter ces plantes chez soi. Alors là, c'est sûr que ça c'est un arbre, c'est quelque chose, mais il y a d'autres plantes plus faciles à planter pour éviter de nuire aux forêts, qui sont très bien comme elles sont. Et si vous êtes amené à rechercher des plantes médicinales, il y a plusieurs types de personnes qui vendent des plantes médicinales. Il y a des personnes qui plantent et qui font tout jusqu'à la vente, et il y a des personnes qui récupèrent juste avec d'autres pour les revendre. Et parfois, il arrive qu'il y ait du braconnage pour récupérer ça, parce que c'est une source de biens. Et donc, voilà, toujours bien faire attention à être conscient des choix qu'on fait quand on va acheter une plante médicinale. Et le mieux étant vraiment de connaître quelqu'un qui a ça chez lui. Parce qu'en termes de traçabilité, de pas de pesticides, etc., parce que certaines plantes, elles peuvent être médicinales. Par exemple, le bois d'arnette, très médicinal. Mais une plante médicinale qui arrive à capter les toxines du corps et à les enlever, elle fait la même chose dans la terre. Donc si elle pousse sur un bord de route, si elle pousse à côté d'un endroit qui n'est pas clean, elle va être remplie de toxines. Donc il ne faut pas non plus prendre n'importe quelle plante n'importe où. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'était privilégier le fait de planter. Il y a des petites herbes, parce que ça c'est des plantes endémiques, emblématiques, mais il y a plein d'autres plantes comme barbe maïs, ça c'est facile, il suffit de planter 2 grains de maïs, on a ça voilà, dans sa cour. Les petites fraises des bois pays, c'est facile à pouvoir récupérer, il faut aller chercher dans les hauts, en général on peut. Un petit stolon, on va pas tuer la ressource, quoi. Les petits herbes à bouc, voilà, c'est des choses faciles à avoir dans son jardin et qui peuvent être d'une aide quotidienne. Alors... Elle est utilisée aussi pour le cholestérol, pour abaisser les taux de cholestérol. Ça régule le cholestérol. Il y a beaucoup de personnes qui prennent ça pour ça. C'est utile pour les cystites, les néphrites et les pyélonéphrites. C'est là où on voit que c'est un anti-inflammatoire de toute la sphère urinaire. Voilà, aucune toxicité, la tolérance est absolue, une recherche qui date de 2004. On a trouvé à l'intérieur une activité antioxydante, antiradicalaire, et puis qui aide voilà, pour tout ce qui est cholestérol. Café marron. Alors. Je me retrouve dans ces fiches passées. Alors le café marron, traditionnellement, on l'utilise, il est connu pour être utile pour les yeux. Quand les gens ils ont des problèmes aux yeux, à la fois ils le boivent, it's time. Ok, merci, maître du temps. Il est utile pour les yeux, donc à la fois les personnes le boivent et mettent des compresses régulièrement. Donc elle est aussi utilisée d'ailleurs avec le plantain.
très utile aussi à La Réunion, très utilisé pour les yeux. Et bien en plus, je ne trouve plus l'affiche du café marron. Voilà, passons au suivant, s'il y en a encore un dernier, je crois. Liane d'olive, c'est l'autre dont on parlait, qui est très recherché par les messieurs. Et puis il y a quelque chose d'intéressant qui serait aussi à étudier, c'est que à chaque fois que, maintenant que les plantes médicinales sont de plus en vogue, quand quelqu'un, par exemple la dernière fois c'était Raymond Lucas qui avait fait un article sur la liane d'olive, et ben il paraît que sur les marchés forains, les messieurs ne cherchaient que ça. Et donc après c'est aussi le problème parce qu'après il y a certaines personnes qui, voilà, cherchant un intérêt financier, ils regardent un peu, ah tiens, on a parlé de ça, je vais aller récupérer, puis hop, comme ça. Donc il y a vraiment à chercher une éthique pour préserver la ressource. Voilà. Voilà, c'était donc en gros pour quand même conclure. Voilà, moi ce que je voulais partager avec vous, c'était ce trésor de bon sens qu'ont eu les anciens de se préserver de grosses maladies inflammatoires en faisant une hygiène, en ayant une hygiène interne régulière, et que souvent les médecines traditionnelles peuvent être un peu comment dire, elles sont un peu dénigrées en se disant oh oui mais c'est des trucs c'est des vieux trucs, c'est inutile tout ça, c'est has-been, c'est paléolithique, hein, bref. Et là on voit qu'en fait tout ce bon sens, eh ben, il peut nous servir aujourd'hui. Donc mon intention avec cette conférence-là, c'était de parler de ça, de valoriser ce savoir traditionnel qui est là et qui n'est pas à partager parce que ça se perd. Tous les jours, il y a des cultures qui disparaissent, tous les jours, il y a des langues qui disparaissent, tous les jours, il y a... Si les derniers, si ceux qui savent ça, ils n'en parlent pas, quand ils disparaissent, ça n'existe plus. Aucun moyen de ressusciter ces savoirs. Et donc, l'importance de transmettre et d'en parler le plus possible. Donc là, le but, c'est, ben voilà, j'en ai parlé, parlez-en autour de vous. Voilà. Nous allons nous réserver évidemment quelques échanges avec la salle. N'oubliez pas, ne partez pas vite parce que tout à l'heure, Stéphanie nous a déjà préparé évidemment des tisanes. Nous avons apporté des petits biscuits pour les accompagner et ce sera l'occasion dans le hall de parler entre nous. Voilà, alors donc la parole est à ceux qui veulent la prendre. Oui. Merci. Merci beaucoup, madame. Bonsoir, monsieur, que je ne vois pas, qui est dans l'ombre. Bernard Sibylle. Enchanté. Plaisir est partagé, madame. Je voulais vous demander, que pensez-vous du laurier sauce? Vous savez qu'on utilise dans la cuisine. Y a-t-il des bienfaits, s'il vous plaît? Il y a énormément de bienfaits. Alors, je peux vous partager ce que j'en sais. Il y a sans doute beaucoup de recherches à aller faire, mais c'est une plante qui est très intéressante parce qu'elle est, comme beaucoup de plantes qui ont beaucoup d'huile essentielle, elle est antibactérienne, antivirale, et peut-être aussi antifongique, mais je ne suis pas certaine. Et en tout cas, elle est utile pour tout ce qui est relative à la sphère ORL, donc pour la toux. Elle peut entrer dans la composition des tisanes pectorales. Elle est aussi utilisée comme tisane qui aide à dormir le soir. Pas en grosse quantité, de ce que je sais, 1 ou 2 feuilles suffisent pour 2 bonnes tasses, quoi, pour 2 personnes. Mais je sais que ce qu'il y a d'intéressant aussi avec le laurier, c'est quand on fait l'huile essentielle, l'hydrolat qu'on en tire. C'est un hydrolat très médicinal. Les hydrolats ne sont pas assez utilisés. C'est une panacée et je pense que ça va se développer dans le futur parce que, en fait, elles n'ont pas la puissance que peuvent avoir les huiles essentielles, mais elles ont toute une sphère d'action qui est très très large et
peuvent être utilisées en général très tôt chez les jeunes enfants, ce qui n'est pas le cas des huiles essentielles. Donc, à continuer au niveau de la recherche pour le laurier sauce, mais c'est une super plante. À ne pas confondre avec le laurier fleur qui est très toxique. Donc on peut très bien en préparer le matin, je sais pas, un litre, et puis boire ça dans la journée par exemple, ou c'est beaucoup trop, ou comment? Alors, comme disait Paracelse, tout est remède, tout est poison, ça dépend du dosage. Alors, et puis aussi, en fait, chacun est unique, chaque plante est unique. Donc en fait, l'interaction qu'il y a entre une plante et une personne, des fois certaines plantes, ça fait un effet complètement différent chez quelqu'un d'autre. Donc, le mieux étant d'essayer peut-être 1 litre, si c'est la première fois, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais peut-être déjà 1 tasse le soir, voire. Et puis après, vous pouvez, le mieux ce serait de vous renseigner, parce que c'est une plante qui est dans la pharmacopée française, il me semble, ou en tout cas européenne. Et là, vous aurez les dosages bien précis pour être sûr de pas faire une overdose de laurier. Bon, ça doit être un peu dur à faire, mais voilà, pour pas que ça vous ennuie, quoi, pour que ça vous crée que du bienfait. Donc des bénéfices. On fait bouillir les feuilles, on a dit comment? Alors, précision, en général, toutes les plantes qui sentent bon, qui sentent fort, c'est pas la peine de les faire bouillir, on peut juste les faire infuser pour pas que leurs huiles essentielles justement partent. Donc en général, les plantes aromatiques, on les fait infuser. Les plantes qui sont un peu plus dures, les bois, les feuilles très dures, on les fait bouillir. Voilà. Ou certaines plantes, on les met juste à macérer, mais à mon avis, le laurier simplement infusé, ça suffit. Moi, je fais des petites tisanes de laurier le soir, je pose ça dans la bouilloire, je mets la bouilloire, et puis en fait, elle se met à ébullition, et puis elle s'arrête toute seule, et la tisane est délicieuse. D'accord, merci madame. Voilà. Est-ce qu'il y a des plantes aphrodisiaques dans la pharmacopée réunionnaise? Oui, il y en a. Alors... Bravo Nicole. Alors, de ce que je connais, il y a une plante qui pousse à la Réunion, mais qui est dans la pharmacopée indienne, qui s'appelle l'ashwagandha. A-S-H-W-A-N Ganda, avec un petit H, je crois, dans le D final, mais bref. Donc, c'est une racine qui est connue pour être extrêmement stimulante. En fait, c'est une des plantes adaptogènes de la pharmacopée indienne. Ne sont pas forcément utilisées, mais pour ça, il faudrait, si vous êtes très intéressé par ça, donnez-moi votre numéro et je compilerai un peu mes recherches. Je vous donnerai des infos. Nicole, partage, hein. Oui. Et, alors, il précise quelque chose, oui, le pagode. Pagode, c'est aussi, là aussi, ça vient de la médecine ayurvédique, et c'est un aphrodisiaque. Merci, monsieur. Madame, allez-y. Oui, bonsoir. Peut-être la grenade aussi, un aphrodisiaque, non? Peut-être, ça je connais pas, la grenade. Très bien. Ma question, vous avez parlé de terreau, et ma question c'est plus sur le terroir. L'importance du terroir au niveau des propriétés des différentes plantes. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Bien sûr, alors c'est vrai que, par exemple, le géranium rosa, on le connaît bien, il sent bon. Le géranium rosa qui pousse à la Réunion est unique au monde. Il y a d'autres géraniums rosa qui sont plantés en Égypte, en Chine, parce que voilà, financièrement c'est quelque chose de très intéressant de faire des huiles essentielles. Et en fait, ils ont fait des études, ils ont comparé les huiles essentielles, voilà, par exemple d'Égypte, Réunion et Chine, et ça ne donne pas du tout les mêmes chémotypes. Et celui de la Réunion, c'est le tip-top. Bonsoir. Bonsoir. Monique Rissot, présidente de l'association des Amis des Arbres. Alors, nous plantons donc une forêt nous replantons une partie de forêt qui a disparu à Rodrigue. Et parmi ces
Et ces arbres, donc il y a une douzaine d'arbres endémiques. Et nous avons donc un souci, et je pense que c'est la même chose ici à La Réunion, avec un arbre qui s'appelle le bois puant ou Protidia mauritanien. Et cet arbre, il est très apprécié, malheureusement trop apprécié, des tisaneurs. Et en particulier, donc ici, il est protégé, c'est un arbre qui est protégé. Hein, et à Rodrigue, donc, il a été nécessaire de mettre, si vous voulez, une protection en fer autour de l'écorce. Parce qu'en réalité, ils allaient faire mourir l'arbre au fur et à mesure qu'ils enlevaient l'écorce. Et ici, à La Réunion, donc l'arbre est protégé de la même façon. Il a une protection de la même façon. Donc, justement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur la question de la concentration, si vous voulez, de tisaneurs qui prennent des choses dans la forêt ou dans notre espace et qui, à ce moment-là, tuent. Au terme, tuent l'arbre. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre conférence. Par rapport à ça, par exemple, à La Réunion, le benjoin était énormément écorcé et les études ont montré que les principes actifs étaient dans l'écorce, mais aussi dans les feuilles, dans les branches. Et donc, les praticiens se sont mis à utiliser les feuilles aussi et les branches plutôt que d'écorcer, se rendant compte que la ressource était en train d'être amenuisée. Et ce qui s'est passé aussi à La Réunion, c'est que une association, donc les Amis des Plantes et de la Nature, entre autres, avec d'autres partenaires, ils ont beaucoup participé à la récolte des graines de plantes qui parfois il restait un exemplaire dans l'océan Indien. Ils ont récupéré au péril de leur vie, parfois on allait escalader dans des ravines, etc. Et ils ont replanté. Et en fait, après, ils ont fait des sortes de pépinières, ils ont donné, et maintenant on retrouve beaucoup de ces plantes partout, alors qu'elles étaient en voie de disparition. Par exemple, le bois de senteur, qui avait été énormément coupé parce qu'il a un aspect magique ici, il est recherché aussi pour certaines choses au niveau énergétique, et ben ils ont réussi à le sauver. Donc il y a je pense que les consciences évoluent, et qu'il y a des leviers. En plantant déjà et puis en n'hésitant pas à faire des pépinières, en distribuant à droite à gauche pour être sûr que qu'il y en ait plein, et communiquer sur le fait que où sont les bienfaits de la plante, pas forcément dans l'écorce. Enfin, pour le bois puant, je sais pas, c'est pas une plante que je maîtrise, donc je ne m'aventure pas, mais de la médiation aussi beaucoup. Hein. Alors Stéphanie, que vas-tu nous offrir à boire maintenant? Alors, il y aura au choix petite tisane de fleurs jaunes, donc attention, pas pour les femmes enceintes. Hein. Il y aura Zambaville, donc si jamais petite douleur d'estomac ou ce genre de choses, ça peut être utile. Il y aura petite fraise pays. Donc pour les fraises, là, c'est pas les fraises qui sont mises à infuser, c'est la plante entière. Donc on arrache une petite plante entière, on lave bien les racines, et puis on la met à bouillir 3 minutes et infuser. Et traditionnellement, les tisanes anti-inflammatoires ne sont pas prises chaudes. Donc là, à mon avis, elles sont tièdes, froides. Voilà. Alors vous êtes invités, évidemment, à aller dans le hall. Nous allons préparer une table tout de suite. Je vous invite, je crois que c'est le 21 avril, car nous aurons une conférence qui ira, j'allais dire, tout à fait dans le droit fil de ce que Stéphanie nous a proposé ce soir. C'est les Amis de nos jardins. Le 11 avril. 11 avril, avec mes excuses, je n'ai pas le programme sous les yeux, donc 11 avril. Les Amis de nos jardins, il sera question évidemment de tous les insectes, abeilles, etc., qui nous aident à protéger nos plantes. Donc voilà, vous qui êtes ce soir présents et présentes, naturellement je vous réinvite, et surtout faites savoir autour de vous que les Amis de l'université, mon Dieu, j'allais dire, pimentent votre savoir et vous permettent d'acquérir justement des connaissances que peut-être vous n'avez pas ou qui vous permettent de les renforcer. En tout cas, merci d'avoir été présentes et présents, et à très bientôt pour la prochaine séance.